Un peu plus au sud, à une dizaine de kilomètres des côtes, la mer ne s'est pas encore calmée. Nous retrouvons les pagayeurs martiniquais engagés dans leur expédition pour retisser des liens entre les îles, sur les traces de leurs ancêtres. L'effort est intense, surtout pour les novices. C'est le premier jour de l'expédition et déjà ils doivent aller au bout de leurs forces. Ils sont au cœur de leur projet, affronter la mer. Les encouragements des organisateurs suffiront-ils ? Soudain, ce que tout le monde redoutait se produit. La Kanawha a chaviré. Impossible de la remettre à flot. Autrefois, cet accident était fatal pour les esclaves en fuite, les marrons de la mer, qui chaviraient dans le canal de la Dominique. Demande-lui de faire vite. Mais aujourd'hui, les bateaux de l'organisation sont là pour les secourir. Et tout le monde a un gilet de sauvetage. La mer a eu raison de leur belle détermination. Ça arrive. Il y avait vraiment beaucoup de courant. Donc ça servait à rien d'essayer de renflouer la Kanawha. Il y avait vraiment trop de courant. On l'a laissé puiser. Tout de suite, je l'ai vu, donc j'ai attrapé la corde et je suis montée sur le bateau du pêcheur. Quand il y a des forts courants, c'est difficile de lutter. Donc c'est l'épuisement. Le barreur, il avait l'air aussi de... L'épuisement. La déception. Mais aussi l'émotion de s'être confronté à cette mer qui faisait peur. Respect. Respect. Respect simplement. Respect. Ça permet de mesurer à quel point, quand on parle de Simaouns, marronnage par la mer, pour un ancêtre qui, pour toute liberté, devait se dépasser sans tous ses moyens, nous réalisons à quel point ça lui tenait plus, même que dans les tripes, mais dans chaque fibre de son corps. Respect. C'est sur les traces de ses ancêtres que l'équipe va s'attarder en Dominique. Le temps de reprendre les forces avant la deuxième étape de l'expédition qui se poursuivra une fois la Kanawha vidée de son eau. Et là maintenant, c'est la côte ouest, on suit la mer. Marilyn, Marcel et Benoît Bérard, un archéologue membre de l'association Son du Voyage. Un historien local accompagne l'équipe à la découverte du haut lieu de l'histoire antillaise, situé en pleine forêt. C'est Arlington Moïse, le guide, qui les y conduit. On va rentrer, on va suivre la rivière à côté droite là, la rivière Layou. Comme vous voyez bien, il y a beaucoup de sable dans cette rivière. Voici le chemin qu'empruntèrent les esclaves fuyant les plantations depuis la Martinique et la Guadeloupe. Venus en pirogue, les marrons de la mer s'étaient réfugiés ici, au cœur de cette forêt impénétrable. 300 esclaves y ont survécu durant près d'un demi-siècle, avant d'être chassés par les Anglais. L'abolition de l'esclavage ici s'est faite avant la Martinique et la Guadeloupe.
Et donc les esclaves en Martinique et en Guadeloupe savaient que s'ils réussissaient à traverser le canal avec un canot quelconque, s'ils arrivaient en Dominique, ils devenaient libres. Dans les textes qu'on a, c'est les récits des Anglais qui nous expliquent comment ils sont venus les capturer, comment ils les ont chassés, les difficultés qu'ils ont eues. Mais ce qui se passait tous les jours ici, on n'en sait rien. Je me demande comment les marrons ont survécu ici, dans la forêt. Oui, liane au bois. Liane à eau. Ah, c'est une liane pour boire. Il l'a coupée comme ça. L'eau descendait. Et c'est pour ça qu'on appelle cette liane en créole la corde d'eau. Donc toute cette partie autour, c'est là où vivaient les marrons. Le seul vestige de ce lieu emblématique, ce sont ces marches, à l'origine 2 fois plus hautes. Ici, au XIXe siècle, les Anglais décidèrent de déloger les marrons. S'ensuivirent une série de combats. Ces marches témoignent du génie militaire de Jacot, le chef des esclaves. Ici, on est au sommet des marches de Jacot. Et c'est un goulet d'étranglement où, comme on peut passer qu'à un seul homme. Et donc les soldats anglais, après avoir grimpé ces marches sur toute la hauteur de la falaise, après avoir marché avant plusieurs jours dans la forêt pour venir chasser les marrons, se sont retrouvés ici, à monter ces marches très hautes avec leurs fusils, avec tout leur équipement. Et arrivés là, les marrons les avaient repérés depuis le haut, les attendaient là. Et c'est un endroit extrêmement facile à défendre. C'est un défilé, un goulet d'étranglement. Et ils ont pu mettre ainsi en déroute la troupe anglaise qui venait tenter de les prendre. Finalement, cela n'empêchera pas les Anglais de faire prisonniers les marrons en 1814. Pour les Martiniquais de Carisco, cet endroit perdu dans la forêt dominicaine est un lieu de mémoire commun aux îles des Antilles. Mais déjà, demain, l'expédition repart en direction de la Guadeloupe. Quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, au camp de base de l'équipe. On est entre 3h et 3h30. Et à chaque fois, à chaque challenge, on part très tôt le matin pour éviter les vents. Que les vents soient trop forts. On va se préparer, on va se doucher, on va se préparer. Et puis on va au combat avec la mer. Eh oui. Dans quelques heures, Marilyn et ses amis vont affronter la seconde épreuve. La traversée du canal reliant cette fois la Dominique et les Saintes. 6 heures de navigation si la météo et les courants sont enfin favorables. En bas. Et on remonte doucement, 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 doucement. Et là, on va vers le haut. Malgré la fatigue et le souvenir du naufrage, l'équipe se prépare à parcourir 30 km. Et ce jour-là, le moral est au beau fixe. Les prévisions météo sont bonnes. La mer demeure une formidable école. Et ça me fait penser à quelqu'un qui disait que la mer est complète. Tu apprends l'humilité, tu apprends le respect, tu apprends l'écoute, tu apprends à t'arrêter, tu apprends à te dépasser. Il y a un défi individuel qui est dans le défi collectif. Parce que sur la pagaie, il faut que toutes les pagaies fonctionnent ensemble. Et quand on atteint ce stade-là, c'est fusionnel le rapport qui s'établit entre les gens. Il n'y a que dans la sensualité ou dans la sexualité qu'on a ce rapport avec quelqu'un. On est dans une exaltation, c'était absolument incroyable. Arzig pour émotion. Bon, écoute, mais les sachets de ravitaillement qui a été demandé, donc il faudrait qu'on prépare les sachets de ravitaillement pour ravitailler donc la Kanawa. Les ouvriers ont besoin de puissance et de force, donc des bananes en grosse quantité, messieurs, c'est excellent.
Ils font un effort extrêmement intense et prolongé. Et il y a des contractures qui apparaissent, évidemment, hein, surtout s'il y a déjà une petite douleur quelque part, et ben, ça fait de plus en plus mal. Donc les bichonner comme ça, avant et après l'effort, c'est primordial, hein, sinon il peut y avoir de la casse après, hein, sur le moyen terme. Hein. En milieu de journée, l'archipel des Saintes est en vue. C'est la dernière pause de l'expédition avant l'ultime traversée demain jusqu'à Pointe-à-Pitre, sur Grande Terre. Les Saintes. 8 petites îles, dont 2 seulement sont habitées. Les Saintes, c'est un nom imaginé par Christophe Colomb qui les découvrit le jour de la Toussaint. L'archipel fut le théâtre de nombreuses batailles de colonisation entre les Français et les Anglais. Depuis la fin du XVIIe siècle, les Saintes appartiennent à la France. À l'autre bout de la Guadeloupe, Basse-Terre. Un tout autre visage, la montagne à perte de vue, avec son volcan de la Soufrière toujours en activité. C'est la partie la plus nature de la Guadeloupe. De ce côté-ci, les plages sont de sable noir. Cette partie de l'île regarde la mer des Caraïbes et la célèbre réserve Cousteau, une zone réputée pour la richesse de sa flore et de sa faune sous-marine. Ah, mobile. Et par contre, qui est-ce qui récupère les bouts? Lydie? Cathy? Quelqu'un à l'avant pour un bout à l'avant. Ouais. Sur le bateau, une équipe de bénévoles s'apprête à recenser les cétacés, sous la direction de Nadège Gandilon, chercheur à l'Université des Antilles, spécialiste des mammifères marins. Bon, on y va? Tout le monde est là? Donc je rappelle que l'avant du bateau, c'est midi, d'accord? Et puis donc, on va avoir un observateur en pied de mât, debout. Et les 2 autres observateurs vont prendre donc 9h, 11h, 11h, 1h et 1h, 3h. Ce qui est important, c'est que tout l'avant soit couvert. Les bateaux iront à une vitesse de 5 à 6 nœuds pour qu'on n'aille pas trop vite par rapport aux cétacés, mais qu'on n'aille pas trop lentement non plus. Donc en moyenne, disons que c'est la vitesse de navigation des animaux. Pour mieux préserver les cétacés, Nadège a été la première, en 2007, à lancer un protocole d'évaluation autour de la Guadeloupe. Elle a déjà dénombré plus de 6000 animaux. Des baleines, des orques, des dauphins, plus de 20 espèces différentes. Plusieurs fois par an, elle part avec son équipe de bénévoles observer les mammifères. C'est la première fois qu'elle sort à cette période de l'année. On n'est pas encore parti, mais on peut se mettre déjà en position. Donc dès qu'on est dessus, vous nous le dites. Qui est-ce qui est aux notes? Nathalie, c'est toi qui es aux notes? Oui. Lydie, tu prends quel quart? Je veux bien prendre midi. Voilà. Nathalie, tu veux... Le cap sera au 282, d'accord? Compter les mammifères, cela demande une organisation quasi militaire. On va de l'horizon au bateau, dans un sens et dans l'autre. On quadrille avec le regard. Il faut que les observateurs soient tous indépendants. C'est très important. Alors même si on semble loin comme ça, c'est vrai qu'on peut se déconcentrer assez facilement si on se met à parler, etc. Et donc on peut être influencé. Si quelqu'un ne voit rien, on va se dire on ne verra rien et au bout d'un moment l'œil se fatigue. Donc pour être sûr de très bien scruter, en plus de changer d'observateur assez souvent, on va isoler son regard au maximum pour se concentrer sur ce qu'on fait. Ce jour-là, la chance est de leur côté. Là devant, à 13, il y en a plusieurs, il y en a plein. Nombreux. Ils sont très nombreux. Ouais, alors c'est bien ça, on a les dauphins. Ouais. Un groupe là et un groupe ici. 1, 2.
Oui, on a du Stenella attenuata, dauphin tacheté pantropical. Alors lui qui est définitivement résident dans cette zone, mais aussi dans toute la Caraïbe en côte sous le vent. Des dizaines et des dizaines de dauphins. Cela faisait bien longtemps que Nadège n'en avait pas vu autant. Un beau cadeau aussi pour le groupe de bénévoles. C'est merveilleux. Et ils ont l'air de se régaler aussi, c'est ça qui est bien. Alors attention, méfiance, on a des sentinelles à l'avant qui vont nous perdre du reste du groupe parce que les autres sont sur les côtés. Moi, je vais suivre le reste du groupe pendant que vous regardez l'avant. Parce que les mères et petits vont être sur les côtés. Donc les voilà les petits qui sautent très loin. Regardez-les, ils sont sur les côtés, ils font des sauts. On a tout un groupe là qui vient vers nous. Partout, les petits qui sautent. Les juvéniles, vous les avez vus? Les ventres roses comme ça, c'est des petits, ils n'ont qu'une tache. Tous les cétacés pratiquent ce comportement qui consiste à sortir donc une grande partie de leur corps et surtout toute la tête en fait hors de l'eau. Et quand on regarde de près les photos, on voit en fait que les cétacés regardent. Donc c'est un espionnage en fait de nous là en l'occurrence, hein, puisqu'on est en train de les observer. Non, là on est bien au-delà de 150, 200, ouais. Le groupe repart à la recherche d'autres animaux, 15 km plus au nord. Et là, une autre surprise les attend. J'annonce à 3h. C'est... Ouais, c'est un cachalot, ça souffle de biais. Restez bien sur le cap, hein. Combien de souffles, Nathalie? Nathalie, 2 souffles? J'en bois 2. L'idée, c'est d'y aller mollo. Il faut surtout pas, si elle est stationnaire, aller sur elle. Hein. Il faut vraiment s'écarter. L'objectif de la scientifique, ce n'est pas d'aller au contact des animaux, mais de chercher à les évaluer. Sous l'eau, des dizaines de cachalots, des adultes et des bébés, certains de moins de 6 mois. En 20 ans d'observation, c'est la première fois que Nadège voit un tel spectacle. On y va comme ça, tranquille, on n'augmente pas plus les moteurs pour ne pas les gêner. C'est eux qui décident. Un petit, on a un bébé là. Ils ont entendu du bruit, ils viennent nous voir? Je ne sais pas si c'est à cause du bruit, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont curieux. Ils sont tout petits, hein, c'est magnifique. Quand on sait que cette espèce, elle est très protégée dans le monde aujourd'hui et qu'on voit des bébés, on se dit que là, il y a quelque chose de préservé, quoi. Là, le travail qu'on fait, il a un sens. Voilà, ils nous ont regardés. Oh, je suis trop contente de voir tous ces petits. Oh, on y est là, ils sont nés, il y en a plein. Il faut savoir qu'ici, c'est vraiment un hotspot, en fait. C'est vraiment une zone très particulière et très riche. Quand on sait que cette espèce, elle est protégée au niveau mondial et qu'elle a un statut au niveau de la liste rouge qui est vraiment plus que vulnérable. Il y a une grosse déplétion, je veux dire, au niveau de l'espèce. Donc voilà, et on voit surtout pas des nurseries comme ça, avec tous ces jeunes. Non, ils sondent pas. Si. Là, ils sondent, la caudale. Bravo. Pas mal avec la basse terre derrière, c'est joli. Cette opération de comptage a dépassé toutes les espérances de Nadège.
Les mammifères marins sont un trait d'union entre les îles. Un sanctuaire de protection des animaux existe, mais Nadège veut l'étendre à toute la mer des Antilles. Arrêtez carré, j'ai accroché. En Guadeloupe, nous retrouvons l'équipe des rameurs de l'association Carisco. Ils s'apprêtent à se lancer dans la dernière étape de leur expédition. L'arrivée est prévue dans la baie de Pointe-à-Pitre. C'est la fin d'une expédition de 200 km qui les aura conduits de la Martinique à la Guadeloupe, en passant par la Dominique et les Saintes. Les pagayeurs ont accompli un authentique exploit. Certains étaient novices, ils ont su braver la mer, affronter la houle. Avec cette traversée, les Martiniquais ont renoué le lien avec cette mer antillaise. Pour beaucoup, une mer de souffrance, une mer liée à l'esclavage. C'est très important de réussir parce qu'il s'agit d'un rêve pour nous-mêmes, pour construire demain, en ayant les pieds ancrés dans ce qui fait notre force, notre histoire, notre patrimoine. La trace vers la terre. L'arrivée à Pointe-à-Pitre. Les Guadeloupéens découvrent la Kanawa, la pirogue de mer des Martiniquais de l'association Carisco. C'est la fête puisque c'est un jour férié en Guadeloupe. Et donc je pense que les Guadeloupéens sont curieux, sont intéressés par notre Kanawa. Et donc on espère qu'on va pouvoir discuter un peu avec eux, pouvoir faire connaissance et leur parler un peu de Carisco aussi. Pour Marilyn et les autres Martiniquais, l'aventure se termine ici. Mais déjà, ils rêvent de repartir avec d'autres rameurs guadeloupéens et dominicains sur 3 Kanawa cette fois. C'est la fin du voyage dans cette mer des Antilles. Malgré des siècles de colonisation, les pagayeurs ont montré que les habitants de ces îles peuvent se réconcilier avec la mer. Allez, on va se baigner. Les hommes et les femmes des îles se retrouvent autour d'un projet commun, la préservation de la nature, si riche aux Antilles. Tous partagent ici le rêve de vivre en harmonie avec cette mer qui les unit.